Et ça me permet de passer la parole à M. Marc Anzelin, qui est avocat spécialiste du contentieux international, notamment du droit pénal international. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, et notamment un ouvrage sur le principe de l'universalité en droit pénal international, évidemment auteur de plusieurs articles. Je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas invité aujourd'hui en tant qu'universitaire, mais en tant que praticien du droit pénal économique international, principalement. Et j'avoue qu'à ce titre, des concepts comme juge naturel, souveraineté pénale, etc., ça paraît assez abstrait. J'y viendrai assez rapidement, vous comprendrez mon propos. Mais avant d'en arriver là, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une petite recherche étymologique, comme mon maître, le professeur Robert Roth, m'a appris à l'époque de ma thèse, sur le mot concurrence. Et j'ai trouvé que concurrence vient de concurrens en latin, qui veut dire courir ensemble. C'est-à-dire qu'on parlait de personnes qui avaient un objectif commun à l'époque. Au XVIe siècle, ce mot a dérivé et est devenu personnes qui concourent au même but. Et actuellement, je dirais que c'est un mot qui relève plutôt d'une signification de rivalité. D'où le plan qu'initialement j'avais prévu, puisque je croyais que l'intervention durerait 40 minutes. C'était le plan très théorique que je voulais vous proposer. Je vous rassure, ce sera très court, et puis on dépassera assez rapidement ces concepts. Je ne parlerai évidemment pas du principe qui a été défini par l'arrêt Lotus de la Cour permanente de justice internationale de 1927, quoique l'anecdote était assez amusante, cette affaire du capitaine de Mont, capitaine de navire français qui a eu une collision avec un navire turc. Mais je relève, probablement que ça a déjà été abordé hier, je n'ai pas pu participer hier à la séance, mais je relève que ce principe posé par la jurisprudence Lotus paraît singulièrement encore à propos au jour d'aujourd'hui. Bref, pour en venir à une deuxième mauvaise habitude que j'ai, qui est de passer de l'anecdote à la théorie, je voulais aussi vous parler rapidement d'une toute petite affaire qui a occupé la justice suisse en 1923, qui était celle de l'assassinat de l'ambassadeur d'Union soviétique en Suisse par un jeune Suisse, monsieur Maurice Conradi, qu'on voit là, lequel a subi des violences assez importantes lors de la Révolution russe. Sa confiserie à Saint-Pétersbourg avait été pillée par les révolutionnaires. Son oncle et son père sont décédés suite à ces violences. Et ce jeune homme a assassiné l'ambassadeur Varoutsky lors d'une visite de cet éminent personnage à Genève. Les Soviétiques ont fait une énorme pression sur la Suisse pour que ce monsieur Conradi soit jugé et condamné. Les Suisses ont donné suite, mais ont acquitté ce jeune homme, considérant qu'il avait subi suffisamment de tort lors de la Révolution soviétique pour que son crime soit parfaitement excusé. Ce qui a eu pour conséquence que les relations diplomatiques entre la Suisse et l'Union soviétique ont été gelées pendant 23 ans, soit jusqu'en 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'était pour le volet concurrence et concurrence, c'est-à-dire, pas de concurrence, pas de but commun, pas de concurrence. On imagine que les Soviétiques, s'ils avaient pu juger M. Conradi, n'auraient pas reconnu le jugement suisse, bien évidemment, et on a affaire donc à deux justices qui sont complètement antagonistes. Je vais vous parler maintenant rapidement du deuxième thème, qui est celui de pas de but commun, pas de concurrence, mais pas de concurrence, pas de rivalité. Il s'agit des conflits négatifs de compétences, évidemment, dans les zones de non-droit, piraterie de haute mer, zone de guerre, État défaillant, etc. Finalement, là, aucun État ne s'intéresse à poursuivre ces auteurs. Pour tenter d'y remédier, les États ont instauré des compétences universelles avec les conventions de Genève, notamment de nombreuses conventions internationales comme les conventions onusiennes en matière de terrorisme, pour essayer de viser à plus de concurrence, en quelque sorte, mettre les États face à une exacerbation de leurs principes de compétence.
Malheureusement ou heureusement, je ne sais, mais ça ne semble pas très bien fonctionner. Selon une ONG spécialisée dans la détection des poursuites de criminels de guerre en Suisse, l'organisation Trial, en coordination avec d'autres ONG, dont la FIDH, en 2015, il y aurait au maximum une quarantaine d'affaires connues qui seraient poursuivies sur la base du principe de compétence universelle. Donc, malgré la multiplication de ces conventions internationales qui prévoient l'extension des compétences des États vers une compétence universelle, il n'y a finalement que très très peu d'affaires qui sont jugées sur la base de ces principes. Ce qui m'amène à passer au troisième chapitre. J'y reviens. Pardon, excusez-moi, ça j'anticipe. Troisième chapitre. But commun, concurrence en latin, mais pas de concurrence, pas de rivalité. Évidemment, on parle là d'États qui sont relativement bien intégrés. Je voulais parler un peu de l'Union européenne, qui est évidemment le modèle absolu en matière de concurrence sans rivalité, sans concurrence. Le professeur Manacorda parlera de l'Union européenne tout à l'heure. Donc j'en profite évidemment pour raccourcir mon propos sur l'Union européenne, mais j'aimerais quand même juste ajouter que l'Union européenne n'est pas tout, et il y a d'autres États qui en viennent à des systèmes intégrés. Il y a quelques jours, 3 pays africains ont signé une convention internationale pour intégrer leur système judiciaire. Et ce ne sont pas les seuls. Je connais d'autres exemples de systèmes intégrés, comme par exemple la Corne de l'Afrique, l'IGAD, qui recouvre Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, Kenya, Somalie, Sud-Soudan, Soudan et Ouganda, intègrent leur système judiciaire pour en arriver à un système de but commun, concurrence sans rivalité, sans concurrence. Mais comme le temps est limité, je vais passer rapidement au sujet qui m'intéresse, puisqu'on parle de souveraineté internationale, de souveraineté pénale et de juge naturel. Il faut reconnaître qu'en pratique, il y a un souverain en matière pénale dans le monde, c'est celui-ci. Et j'y viens. Les États-Unis, et vous comprendrez pourquoi, les États-Unis qui clairement dominent le droit pénal international et le droit pénal économique, en frappant notamment les sociétés, où que soient leurs agissements, quelles qu'elles soient, et souvent, il faut bien le reconnaître, parce que les sociétés étrangères simplement ne sont pas poursuivies ailleurs par leur justice nationale. Les États-Unis qui ont poursuivi des sociétés allemandes, suisses, françaises, etc., pour des amendes assez extraordinaires. Deutsche Bank, 7,2 milliards de dollars, Crédit Suisse, 2,6 milliards de dollars pour les règles fiscales. Foreign Corrupt Practice Act, avec des exemples également français, Alstom, Total. On peut parler aussi sanctions économiques, BNP Paribas, 8,9 milliards de dollars, Crédit Agricole, 787 millions de dollars. En matière de blanchiment également, les États-Unis frappent de nombreuses sociétés étrangères pour des montants absolument colossaux. De fait, il faut reconnaître que pratiquement pas une seule grande affaire internationale de criminalité économique, de corruption, de blanchiment, etc., ne soit pas traitée par les États-Unis. Et ceci pour de nombreuses raisons, qui me font penser que les concepts du XIXe siècle, voire précédents, sont un tout petit peu obsolètes. Une des raisons, évidemment, c'est que le monde réel a beaucoup changé. Là, je vous montre un organigramme d'une affaire qu'on a traitée récemment dans mon cabinet, une petite affaire de trading. C'est une petite société de trading. Les couleurs sont les États, et donc les États différents, et puis les formes des sociétés. Donc chaque case est une société différente, et les couleurs, ce sont des États différents. Et on parle d'une petite société de trading basée à Genève. Et voilà donc la réalité
du monde actuel, c'est une réalité où les sociétés ont de nombreuses nationalités, sont basées dans de nombreux pays et agissent dans de nombreux pays. Les lieux d'action sont multiples, les nationalités sont multiples. Les points de connexion également sont multiples, notamment si on pense aux transferts financiers. Il y a quelques années, j'ai eu à m'occuper d'une affaire, d'une grande escroquerie tchèque, qui portait sur 900 millions de dollars. Le tableau des flux financiers, mais des flux importants, minimum quelques millions, c'était une feuille d'architecte de 2,50 m sur 1,50 m, avec du Times New Roman 12 pour décrire les transferts. Pourtant, pour transferts qui devaient porter probablement sur au moins une vingtaine de pays différents. Et dans ce genre de situation, évidemment, vous avez aussi des monnaies qui sont multiples, et vous avez forcément des transferts qui passent par les États-Unis. Chaque fois que vous avez un paiement qui est fait en dollars, une banque américaine située aux États-Unis est évidemment impliquée, puisque les transferts se passent par, forcément, tout transfert en dollars passe par une banque américaine située aux États-Unis. Donc les États-Unis sont systématiquement compétents pour pratiquement toutes les grandes transactions financières. Je ne parle pas évidemment non plus des effets des infractions qui se font sentir maintenant le plus souvent dans le monde entier. On pense notamment à la corruption. Les adjudicataires qui n'obtiennent pas les contrats sont également des victimes de la corruption d'une entreprise avec un gouvernement étranger. Ces victimes sont donc le plus souvent situées dans le monde entier. Quel est l'effet d'un blanchiment d'argent, sur quel pays, etc. Ce sont évidemment des questions qui, dans la pratique, restent ouvertes, mais qui montrent la complexité du monde dans lequel nous vivons et qui réduisent un tout petit peu, je dirais, sans vous offenser, professeur, mais enfin réduisent un tout petit peu l'intérêt, je dirais, des critères définis par Donnedieu de Vabre au XXe siècle. Dans l'affaire Petrobras, rien qu'en Suisse, il y a eu 60 enquêtes qui ont été ouvertes, l'affaire Petrobras. 60 enquêtes qui ont été ouvertes concernant plus de 1000 comptes en banque et 40 établissements bancaires, rien qu'en Suisse. L'affaire Petrobras touche probablement une quarantaine ou une cinquantaine de pays. Donc, quelle est la pratique des États? La pratique des États, évidemment, tend vers une certaine coordination. Et là, je dois dire que les Américains ont été assez précurseurs. Lorsque les grandes compagnies pétrolières dans les années 60-70 commençaient à investir, ou minières commençaient à investir dans les pays du tiers-monde, la crainte des compagnies pétrolières américaines, c'était la concurrence déloyale entre elles. C'était Chevron qui potentiellement corrompait un gouvernement étranger au détriment des intérêts de Texaco, par exemple, puisque les compagnies européennes, à l'époque, étaient pratiquement inopérantes. D'où le US Foreign Corrupt Practice Act de 1977. J'ai toujours un peu de peine avec les 77, j'avoue. Le US Foreign Corrupt Practice Act qui permettait aux autorités américaines de poursuivre la corruption, y compris lorsqu'elle était commise à l'étranger. Ça avait pour but de protéger une saine concurrence entre les entreprises à l'époque américaines. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans les années 80-90 ? Le minier, le pétrolier, tout ce qui était des grandes multinationales américaines, s'est petit à petit ouvert aux entreprises européennes. Et donc là, les Américains, les compagnies américaines se sont plaintes auprès du gouvernement américain en disant « mais nous devons respecter des règles de la concurrence et des règles en matière de corruption qui sont très restrictives, mais nos concurrents européens, Eni, Total, Elf, etc., ne respectent pas ces règles. » Qu'ont fait les Américains? Ils ont évidemment demandé de leurs partenaires principaux, leurs partenaires commerciaux principaux, d'adhérer à la Convention de l'OCDE contre la corruption en 1997, de façon à ce que les règles soient les mêmes pour tous les États. Puis les acteurs chinois, indiens et autres sont intervenus dans le paysage. Qu'ont fait les Américains et les Européens? Ils ont exigé que les Chinois, les Indiens, etc., participent également des mêmes règles en matière de corruption, d'où la Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003. Mais il faut bien reconnaître une chose, et ça c'est la réalité, seuls les Américains, de fait, poursuivent les entreprises qui commettent de la corruption internationale. Les Européens ne poursuivent pas.
Je ne suis pas sûr que les Américains soient plus moraux que les Européens, mais les Américains, ils ont plusieurs compagnies pétrolières. Donc, ils ont plusieurs banques, ils ont de nombreuses sociétés qui travaillent dans les mêmes domaines. Ils peuvent faire tomber la banque Lehman Brothers, il y aura d'autres banques qui continueront à faire le travail. Ils peuvent mettre des amendes colossales à Chevron, il y aura toujours Texaco. C'est plus problématique, évidemment, pour la France qui n'a qu'un Total, pour l'Italie qui n'a qu'un Eni, avec en plus, en France, des procureurs qui ne sont pas considérés par la Cour européenne des droits de l'homme comme étant des magistrats indépendants, mais qui sont considérés comme des fonctionnaires recevant des ordres du ministère de la Justice, lequel va se coordonner avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Économie, etc. Donc à partir de là, vous n'avez pas de poursuites dans les États européens, encore moins en Chine, en Inde et en Russie, et vous n'avez plus qu'un seul pays qui fait le travail, c'est les États-Unis. Pourtant, les États-Unis, à ma connaissance, ont une approche extraterritoriale assez limitée. Il y a une jurisprudence Morrison versus National Australian Bank de 2010 qui prévoit que si la loi américaine ne prévoit pas expressément l'extraterritorialité du droit pénal américain est exclue. Donc les Américains, finalement, dans leur approche qui pourrait être considérée comme impérialiste, ne font, à mon avis, que respecter et faire respecter des conventions internationales que leurs partenaires commerciaux ont signées. Il y a aussi de nombreuses conventions bilatérales que je ne vais pas traiter ici. Alors évidemment, tout ça devrait se faire avec un minimum de coordination, parce que sinon il y a de forts risques de multiplicité de poursuites, des fronts multiples, etc. La grande difficulté vient également pour les acteurs du droit pénal, notamment pour la défense, puisque la défense a de la peine à collaborer avec une justice en particulier quand vous avez des poursuites dans 10 ou 15 États, comme c'est le cas Odebrecht. Pourquoi ? Parce que si vous faites un plaidé coupable ou un plea bargaining en anglais dans un pays, vous avez des risques que les faits que vous dévoilez au procureur pour votre plea bargaining soient utilisés, récupérés par l'entraide et utilisés dans un autre État, dans un État où vous ne voudriez pas faire de plea bargaining. La même chose pour les procureurs. Les procureurs peuvent avoir des problèmes par rapport à cette approche multiple que l'on vit actuellement, puisque la défense qui ferait une cartographie des différents pays où elle peut passer un plea bargain, choisirait évidemment le pays le plus facile en termes de condamnation pour prendre contact avec la justice du pays. Ce qui veut dire qu'en pratique, de nombreux États ne reconnaissent pas les décisions de pays étrangers, et notamment les États-Unis. Encore une fois, en France, il n'y a eu aucune condamnation à ma connaissance, aucune, de grandes entreprises françaises pour des actes de corruption à l'étranger. La même chose avec l'Italie et Eni. On connaît tous l'affaire British Aerospace, où les faits de corruption avaient été constatés, mais le gouvernement est intervenu auprès du Serious Fraud Office pour empêcher une poursuite de British Aerospace. Donc, de fait, les Américains ne vont pas reconnaître des décisions d'acquittement ou de non-poursuite pour des États étrangers, ne vont pas reconnaître des procédures en cours dans des pays étrangers et vont poursuivre unilatéralement. Quand je disais que les procureurs peuvent avoir le même problème, c'est que, évidemment, la défense va forcément, quel que soit le pays qui soit concerné, forcément se tourner vers les États-Unis pour tenter de trouver une solution avec les États-Unis. Pourquoi tenter une solution en France? Bon, maintenant, vous avez une loi Sapin dont on pourrait discuter dans le cadre de ce séminaire, qui est très intéressante, qui crée certaines ouvertures, mais de fait, la tendance n'est pas encore au plea bargaining avec l'État français. Donc les grandes entreprises vont se tourner vers les Américains, parce que c'est avec eux qu'ils vont pouvoir passer un accord, et une fois que l'accord est passé avec les États-Unis, les États-Unis peuvent s'engager également à ne pas fournir l'entraide aux États étrangers. D'où une concurrence exacerbée entre les États, entre les acteurs de la justice. Et je me rappelle d'une conférence de Preet Bharara, qui est le District Attorney de New York, quand des conseillers juridiques d'entreprise disaient « Oui, mais alors, comment est-ce qu'on doit travailler? Avec quel État, quelle justice on doit travailler ?»
Preet Bharara disait « Les entreprises doivent avoir une vision pragmatique et respecter le droit et collaborer avec les autorités des pays qui leur font le plus mal. » Cette concurrence est, je dirais, un peu limitée actuellement par le fait que les États se coordonnent de plus en plus, les acteurs se coordonnent de plus en plus. Oui, merci. Dans l'affaire Embraer, par exemple, qui vient d'être décidée, les procureurs américains ont mis une amende de 2,6 milliards de dollars, pardon, c'était sur Odebrecht, 2,6 milliards de dollars à Odebrecht, compagnie brésilienne, mais ils ont rétrocédé 2,4 milliards de dollars aux autorités brésiliennes, 116 millions aux autorités suisses, etc. Ils ont redistribué. Et ils se désintéressent de fait de plus en plus, les Américains, lorsque des États étrangers poursuivent sérieusement les infractions. Et là, je viens de lire une petite dépêche qui est sortie il y a deux jours. L'Union européenne commence à s'y mettre dans le sens où elle enjoint maintenant l'Italie à poursuivre Fiat pour ses émissions, alors que l'Italie n'était apparemment pas très enthousiaste pour ce faire. Donc un monde assez complexe. C'est le patron du DOJ américain qui dit effectivement qu'il va continuer à poursuivre. Donc pour ceux qui croient que Trump et son nouveau gouvernement, qui avait été annoncé comme étant plus laxiste avec les entreprises, ont encore quelques soucis à se faire, dans le sens où les Américains déclarent ouvertement qu'ils vont continuer les poursuites à l'échelle mondiale. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, maître, puisque vous êtes là comme praticien du droit.